Merci Georges. Alors on a en gros 1 heure pour poser des questions ou faire des commentaires. Moi j'ai envie de commencer parce que ce que tu as signalé comme exemple, ben, écoute, c'est pas qu'en Belgique que les Français doivent s'adresser aux Français en anglais. C'est tous les jours au cœur même de la France, au cœur des établissements d'enseignement et d'éducation. Actuellement, depuis longtemps, c'est-à-dire, et dans l'illégalité ont été montés, comme on l'a dit, des masters et des formations en anglais. Mais dans ces formations en anglais, il faut savoir que ce n'est pas forcément que des anglophones qui viennent prendre des cours auprès d'enseignants qui parlent en anglais. Ce sont des Français, des jeunes Français, qui viennent apprendre des matières en anglais face à des professeurs français qui leur parlent en anglais. Et dans les entreprises, c'est pareil. Vous avez des réunions entre représentants de sociétés différentes. Vous avez dans une salle en France 15 personnes. Il y en a une qui a été envoyée par une société étrangère et on l'a choisi pour qu'il soit uniquement anglophone. Et tout le monde parle en anglais. Au détriment de la qualité des échanges. Parce qu'il y a une énorme hypocrisie dans l'affaire. C'est-à-dire que les gens sont censés parler anglais. Ils ne peuvent pas se plaindre de ne pas parler anglais, mais en fait, ils ne parlent pas anglais. Ils ne se débrouillent pas en anglais. Très peu de gens se débrouillent très bien en anglais. Et même parmi les jeunes. Et certains même le disent, surtout maintenant parmi les jeunes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que non seulement les jeunes, ils perdent le français parce qu'on est beaucoup moins exigeant et ils ne baignent plus en plus dans un univers français. Prenez les mots de substitution, à force d'entendre dispatcher, tout le monde utilise ce mot-là, alors que vous en avez en français des mots vous avez distribué, vous avez ventilé des mots, vous en avez plein. Eh bien, tout le monde utilise dispatcher. Pourquoi? Parce que finalement, on l'entend tous les jours. Et le fait d'entendre fait qu'on utilise après. C'est le mot qui vient, c'est le mot qu'on entend qui vient immédiatement à la parole. Il y a une quinzaine d'années, quand Airbus a décidé d'utiliser l'anglais comme langue d'entreprise, moi j'avais prédit que 15 ans plus tard, les gens qui travaillent, les Français qui travaillent chez Airbus, ne sauraient plus parler français, ne sauraient plus parler la technique dans la langue française. Eh bien, on m'a traité évidemment de parano, de fou, de tout ce qu'on veut. 15 ans plus tard, je peux vous dire que les exemples d'incapacité des gens qui fabriquent nos avions, des ingénieurs, donc des gens qui, on peut pas dire qu'ils sont des analphabètes, de s'exprimer en français est quasiment nul. Ils savent même plus dire un boulon. Ils vont dire bolt. Pourquoi? Parce que c'est pas une grande prévision. C'est le fait d'entendre tous les jours les mots. Ah oui, c'est normal. Eh bien, on finit par oublier premièrement le mot d'origine, et puis on finit par utiliser le mot qu'on entend tous les jours. C'était facile à prévoir. C'est arrivé. Après, tu as parlé aussi du problème des gens qui ont la ségrégation dans le travail. Moi, je peux vous citer un cas d'un doctorant, donc quelqu'un qui voulait faire une thèse, qui a été embauché par un directeur de thèse. Alors, il faut savoir que maintenant, il y a des instances de surveillance, finalement, des thèses qui s'appellent les écoles doctorales et qui donnent leur avis sur le passage, tous les ans, de l'étudiant dans l'année qui suit. Cette personne a parfaitement rendu le service qu'on attendait dans son travail la première année. Et puis la deuxième année, contrairement à l'avis de son directeur, qui était très content de son travail, donc c'est pas un problème d'incapacité au travail, l'école doctorale a décidé de ne pas le réinscrire, donc de lui supprimer sa thèse, simplement parce qu'il n'avait pas un niveau suffisant au TOEFL. Voilà. Donc on interdit finalement à des gens
qui ont des qualités, qui ont des compétences, d'exercer ces qualités, ces compétences au service de la société, en France, simplement parce qu'ils ne parlent pas anglais. Je vais m'arrêter là parce que les exemples m'arrivent à la tête en profusion, tous les jours, tout le temps. Mais ça atteint un niveau que les gens n'imaginent pas, je pense. C'est un désastre complet. Et le cancer a déjà des métastases profondes. Parce que mes collègues sont profondément imbibés de ça. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de changer quelques dirigeants, c'est allé très profondément. Ça va très profondément. Les gens n'imaginent pas qu'on puisse faire autrement que faire de l'anglais. Je ne vous parle pas de la destruction de ce qui fait qu'une langue évolue correctement, à savoir de la traduction. La traduction, c'est la base de la construction de la langue. À partir des mots étrangers. Voilà, je vais laisser passer. En tant que régional de l'ESAP, ce que je dois dire, c'est qu'à Limoges, on a tous les ans un festival de la francophonie et on a aussi une bibliothèque municipale qui s'intitule Bibliothèque francophone multimédia. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Georges, je citerai aussi dans les organismes internationaux qui normalement devraient utiliser aussi le français, voire d'abord le français, c'est les Jeux Olympiques, où de plus en plus le français passe à la trappe à la place de l'anglais. En ce qui concerne la situation, je me rappelle que, enfin, je me rappelle pas pendant la guerre parce que je suis né pendant la guerre, mais ce qu'on m'a dit, c'est que la langue officielle était devenue l'allemand. Donc on n'est peut-être pas encore complètement, disons, occupé, assujetti, mais on peut dire que d'une certaine manière, on est colonisé. Il faut dire aussi qu'on a fait la même chose dans nos colonies, la langue officielle est le français. En ce qui concerne l'éducation nationale, il y a deux choses qui me viennent à l'idée. C'est bien sûr la diminution des heures de français, diminution extrêmement importante en primaire et autres, et après, bien, on dit, oh oui, mais les enfants parlent mal le français, voire ne le parlent, enfin, ils le parlent de toute façon, mais mal. Et la deuxième chose, c'est la création de ce qu'on appelle les MOOC, hein, les cours enseignés et autres qui sont d'origine anglaise. Alors on nous dit qu'on va en faire en français, je n'en doute pas, le tout c'est une question de proportion. Et puis, in fine, lorsqu'on évoque la cause de, disons, de cette bon, quelque chose comme ça, je crois qu'il y a aussi une relation avec le fait qu'une langue, c'est aussi une manière de penser. C'est, je pense, un des points les plus importants, c'est qu'on ne raisonne pas de la même manière en français qu'on raisonne en anglais, et ne serait-ce d'ailleurs qu'au niveau du business. C'est bien ce que je dis. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Marie-Paul. Oui, moi je voudrais dire d'abord que je suis globalement en accord avec ce que tu as développé, évidemment, sur le fait que l'utilisation par les classes dominantes et par le domaine, par l'industrie, la grande industrie et le commerce, bon, sont destinés à faire disparaître les États-nations et je dirais même les individus. Dans leur existence même. Parce que les individus à la base, au fond, n'ont plus guère d'importance aux yeux de toutes ces classes dominantes. Mais j'ai en revanche des réticences sur un certain nombre de points. En particulier, tu as dit que le domaine, l'invasion linguistique par l'anglais
atteignez la publicité. En fait, moi je pense que c'est l'inverse qui se produit. L'utilisation dans la publicité de l'anglais, parce que ce sont des procédés publicitaire. Seule chose, il s'agit de frapper par l'emploi d'un mot qui est dépourvu de sens. De frapper parce que ça correspond à la mode, et en particulier chez les jeunes. Les jeunes ne communiquent pas entre eux, les jeunes communient. Ils communiquent dans des langages qui ne sont plus du tout le français. Quand on regarde les utilisations des messages par électronique, par exemple, par le fameux langage SMS, oui, par exemple, la simple formule de SMS. Donc, ils sont peu sensibles à cette difficulté, enfin, à cette insuffisance de leur propre langue, et ils ne sont pas sensibles non plus du tout à la nécessité de défendre une langue qui, somme toute, ne leur est que d'un usage extrêmement limité. En général, c'est un usage réservé aux activités scolaires, et c'est pas là qu'ils vont se sentir effectivement le plus à l'aise. Donc c'est un premier point. D'autre part, la dépendance et la soumission des classes populaires, des classes dominées par l'emploi de l'anglais en l'occurrence, pourrait trouver, d'après ce que tu as dit, une solution dans la, certes et j'en suis d'accord, dans la défense de la langue française, absolument. On peut y être attaché pour cette raison-là et pour des raisons d'ordre, je dirais moi personnellement, sentimentales et affectives, et etc., et culturelles. Mais bon, j'ai moi une expérience de séjour dans des pays scandinaves, la Suède, le Danemark, bon. Et j'ai constaté que dans ces pays, quand je faisais mes courses, les produits dans les magasins étaient écrits, enfin les informations sur les produits étaient écrites dans la langue du pays, et donc, à laquelle moi je ne comprenais rien. Et seulement en tout petit, en anglais, mais toujours dans la langue du pays, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, d'autre part, au Danemark ou en Suède, les gens, presque tous les gens parlent anglais. Et je me souviens d'avoir assisté à un cours dans une école primaire. Nous sommes arrivés à plusieurs Français, et la maîtresse, enfin l'institutrice, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, dit aux enfants qui étaient des enfants de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, CE1 chez nous, elle leur dit, bon, nous avons des invités, et donc, ces invités ne comprenant pas notre langue, nous allons faire le cours en anglais. Et le cours a eu lieu en anglais avec des gamins de 7 ans, 8 ans. Mais ce n'était que une exception. Tous les cours avaient lieu en suédois. Tous les cours avaient lieu. Même chose, j'ai vu la même chose. J'ai vu au Danemark fonctionner des structures qui étaient destinées aux gens, aux immigrés. Aux immigrés venus de pays africains, venus de pays du Moyen-Orient, etc. Obligation leur était faite. Pour pouvoir séjourner dans le pays et y rester, obligation leur était faite de suivre des cours dans la langue du pays, c'est-à-dire en danois, en suédois, bon, c'est presque la même langue, mais enfin bon, peu importe. Voilà, donc ils avaient cette obligation. Donc, alors je me dis que peut-être le meilleur moyen de sauver le français, c'est de permettre à toute la population d'acquérir la maîtrise de l'anglais, puisque aussi bien c'est de ça dont on parle, mais un anglais cursif, un anglais véhiculaire, un anglais simple, qui permet l'échange au quotidien, et d'imposer de manière draconienne et rigoureuse la langue française partout, absolument partout. Or, aujourd'hui, il y a un autre problème, c'est que tous les dirigeants sont des transnationaux. En fait, ce ne sont pas des Français. Et un exemple m'a toujours frappé, c'est celui de Dominique Strauss-Kahn.
Mais je pourrais parler de Marisol Touraine, puisqu'elle est députée de mon département. Marisol Touraine, elle évoque la Nouvelle République, journal local, et bien pensant, prise d'une mauvaise idée, décide d'offrir aux élus un week-end où ils voudraient. Une semaine. Un week-end où ils voudraient pour leur faire plaisir. Et alors elle demande aux intéressés ce qu'ils allaient faire de la coquette somme qu'on leur donnait, et elle répond qu'elle allait aller faire du shopping à New York. Voilà, ce sont des gens qui ont un pied en France peut-être, mais aussi à l'autre certainement aux États-Unis. Donc ils sont des transnationaux. Pour eux, le problème, il n'est même pas conscient, je dirais, ils ne sont pas lucides. La disparition des langues, pour eux, c'est pas un but. C'est pas faire disparaître le français qui est un but. En fait, la disparition du français est une conséquence naturelle, une conséquence logique de tout leur... La mobilité. Pas seulement, mais aussi de leur fonctionnement, de leur mode de vie, de leur environnement. Ces gens-là ne vivent pas dans le même monde que nous. Et du coup, d'autre part, dernière remarque, excusez-moi si je suis un peu longue, tu as dit, le français a aussi été un peu à l'image de ce qui se passe pour l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est vrai, tout le monde le sait, on identifie l'appartenance sociale des gens à la maîtrise qu'ils ont de la langue et à la manière dont ils l'utilisent et dont ils l'expriment. Oui, c'est absolument indéniable. Et de même, mais bon, faut-il pour autant contester l'existence des niveaux de langue? Une langue, c'est une création, elle est et elle peut être belle, riche, et plus on sait de mots, par exemple, plus la pensée devient nuancée, subtile, précise, bon, donc voilà. Alors donc, faire disparaître, contester l'existence des niveaux de langue parce qu'ils sont, ce sont des moyens de discriminer, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Je pense que les niveaux de langue, la langue c'est un code, et plus le code est précis et important et riche, mieux on se sent. Mieux on se sent. Et par conséquent, le problème, il est qu'on doit et il faut absolument se battre pour permettre à tous les enfants l'accès au maximum de la maîtrise de ce code. Et c'est ça, je crois, que doit être notre but. C'est pas de faire en sorte que le code se simplifie ou soit... Je ne pense pas que ce soit ton idée d'ailleurs, hein, je ne crois pas d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut impérativement se battre pour permettre à tous d'accéder à la plus grande maîtrise de la langue. Et la difficulté, c'est que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, et en particulier pour les jeunes, c'est qu'ils n'en sentent pas le besoin. C'est tout. Bien. Oui, alors, tiens. Alors, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de ne pas parler de tout. Je voulais juste attirer l'attention sur quelques points. Sur Nice, nous avons fait, à l'occasion des Jeux de la francophonie, dont la France était dépositaire, la ville de Nice dépositaire en 13 septembre, du 7 septembre jusqu'au 15 septembre 2013, nous avons fait un colloque sur la défense de la langue française. Nous avons accueilli beaucoup de personnes, de différents, donc le secrétaire général de Courriel, qui est M. Mathieu Darnier, qui nous a fait un universitaire brillant, et qui nous a fait un exposé sur justement la loi Fiorenzo, etc. Mais il y avait aussi des autres associations qui étaient invitées, et là nous avons appris des choses, même si on est conscient du problème, on apprend des choses chaque fois comme aujourd'hui. Je pense que certains restent assis sur la chaise, heureusement, sinon ils s'écrouleraient, quoi, parce que c'est tellement entré dans notre inconscient, cette nécessité de passer à l'anglais, à tout anglais, qu'on se dit, mais après tout, c'est vrai, le français, c'est ringard. Et on ne s'aperçoit plus, et c'est ce qu'a dit Georges, je crois très clairement, qu'il y a
une lutte des classes derrière qui est extrêmement violente. Et la lutte des classes passe aussi par la destruction de tout ce qu'est la francité. Pourquoi? Parce que la francité et le français, qui est l'élément véhiculaire, eh bien, ça correspond à une philosophie, ça correspond à un mode de vie, un mode de pensée qui s'inspire des Lumières et qui est le premier opposant à l'empire anglo-saxon, enfin, l'empire américain, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire qu'il faut attaquer l'empire, mais il faut d'abord défendre ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est-à-dire, c'est ce que nous avons appris, si je me permets de faire ça, c'est que nous avons appris par les brillants exposés qui ont été faits ce jour-là. Nous avons normalement des vidéos, mais la personne qui a filmé les a enlevées. Enfin, on a un petit problème à ce niveau-là. J'espère qu'on aura l'occasion de... Ça veut dire qu'il y a un concurrent à l'empire anglo-saxon, c'est le français. Tout ce qu'il représente, et la langue française, d'après, c'est pas moi qui le dis, hein, est la seule concurrente de l'anglais. Pourquoi? Parce qu'elle est parlée sur les 5 continents. Parce que c'est une langue qui permet aussi l'universalisme. C'est une langue qui est porteuse de la tradition des Lumières. Nous nous inspirons tous ici autour de ces tables-là, des Lumières, je crois, hein, je pense. Hein. La Révolution française, les Lumières, enfin, ça a été dit dans toutes les conférences auxquelles j'ai assisté. Eh bien, je crois que c'est ça notre identité. Ça ne veut pas dire que les anglo-saxons se détournent des Lumières, que ce sont des barbares. À certains côtés, on pourrait penser que ce sont quelquefois des barbares. Hein. Il suffit de voir la façon dont on a déstabilisé le Chili en tuant par exemple Allende. Je pense que c'était un anniversaire en mois de septembre. Je pense que c'est... Enfin, on peut se poser quelques questions, mais c'est pas là mon propos. Hein. Ce sont aussi des gens civilisés, la langue de Shakespeare est aussi une très belle langue, et qu'il faut aussi défendre. Oui. Et qu'il faut aussi parler. Mais attention, ce sont 2 niveaux. Vous savez, à Nice, il y a Wall Street Institute, là, je ne sais pas quoi, je parle très bien anglais, comme vous voyez, et c'est justement la langue des affaires. On distingue l'anglais, langue de Shakespeare, langue de culture, qu'il faut défendre au même titre que l'allemand, le chinois, le russe, etc. Le français aussi, l'occitan, tout ça. Mais l'anglais, tel qu'on veut nous imposer, c'est une langue de domination de l'Empire. Alors, ce que nous avons appris lors de ce colloque, c'est très simple, je vous donnerai quelques... Alors, oui, ce qu'a dit Georges, je crois que je corrobore. Ça veut dire que les gens qui sont chargés de défendre d'une manière officielle, et on se cache derrière, oui, il y a des institutions, la francophonie, eh bien, ce sont les principaux acteurs de la destruction de la francophonie. Nous avons constaté que pour les Jeux de la francophonie, nous avons sollicité, bien entendu, leur aide. Oh là là, ça n'a pas fait. Eh bien, on était donc dans un très beau lieu, etc. Le SCUM, Centre universitaire méditerranéen, sur la promenade des Anglais, avec beaucoup d'or, etc. Mais on avait une couverture. Promenade des Anglais. Comment? Promenade des Anglais, mais j'y peux rien. C'est quand même eux qui sont venus coloniser la Côte d'Azur. C'est ça. J'y peux rien, c'est le dernier. Bon. Et donc, après, au bout d'un certain temps, on nous a éliminés du site en plein colloque, quoi, parce que justement, on devait un peu gêner sur les contours, ce qui organisait les Jeux de la francophonie. Qu'est-ce que c'était les Jeux de la francophonie? Eh bien, je suis allé au village de la francophonie, un peu comme le village olympique, c'était très bien organisé, c'était très beau. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il y avait EFAGE, il y avait tout ceci, et que les principaux vecteurs qui ont été utilisés là, c'est des vecteurs commerciaux. Il fallait donc passer des marchés, c'est tout. Voilà. En gros, la francophonie, c'est bien, ils ont quand même parlé en français, hein, c'est très bien. Mais il y avait quand même derrière, surtout, les affaires. Et comme ça a été dit précédemment, les affaires, c'est l'anglais qui est prédominant. Donc défendre, déjà le mot défense de la langue française, c'était un gros mot, oui, défense de la langue française, c'était un gros mot. Donc voilà, ça, je voulais préciser ceci. Après, le protocole de Londres, ça n'a pas été... le protocole de Londres, ça veut dire que c'était sous le quinquennat précédent, et ça veut dire que les brevets n'ont plus à être écrits et en français, je crois, hein, n'ont plus à être traduits. Ils sont automatiquement en anglais, et c'est les pays qui les reçoivent, ils font ce qu'ils veulent. Et il y a aussi autre chose que nous avons appris là, c'est... Par exemple, un des incidents majeurs qu'il y a eu à l'hôpital d'Épinal, je ne sais plus de quel temps, quelques années, où il y a eu des morts.
par la radiothérapie. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause de cette colonisation. Je dis bien colonisation. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est lié directement au protocole de Londres, mais enfin, ça s'inscrit dans la même logique. On ne met plus comment on appelle ça, les notices, on ne les traduit plus. Donc les gens, même s'ils sont bilingues, les techniciens supérieurs, les médecins, les responsables d'hôpitaux, eh bien, est-ce qu'ils maîtrisent parfaitement toutes les subtilités qu'il y a écrites dans la langue anglaise et qu'est-ce que ça se traduit? Donc la personne qui nous a parlé de ça disait, mais en anglais, par exemple, une virgule et un point, ça n'a pas la même signification qu'en français. Donc, si on fait ça, inconsciemment, un jour ou l'autre, on fait une erreur. Et ça a été le cas, cet hôpital, même si les gens étaient tout à fait consciencieux et tout. Et, chose plus grave, les règlements, les façons de régler les appareils, c'était avec des unités de mesure anglo-saxonnes. Donc, les curseurs qu'il fallait déplacer, bon, il est peut-être assez facile de dire, bon, millimètres ou tous ces trucs-là, on peut se tromper. Mais ça n'a jamais été dit. On a dit que les gens étaient fatigués, qu'il y avait eu des luttes internes. On n'a jamais incriminé l'anglais, dit le fait que ce soit écrit en anglais. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Autre élément que nous avons appris à ce moment-là, il y en a encore deux, je m'arrêterai là, c'est la souffrance au travail. Georges en a parlé. Les cadres. Alors, les cadres sont dans un désarroi profond. Mais, au-delà de la souffrance au travail, il y a une prise de possession de ce qui est l'outil industriel français, l'outil de production. Alors, l'exemple qui nous a été cité, c'est Alcatel. Alcatel était une entreprise bretonne, je crois, qui a été numéro 1, enfin je veux dire à l'époque, numéro 1, et on l'a obligé, ou elle a, je ne sais pas, enfin les cadres dirigeants ont acheté Lucent qui était en déconfiture, vous vous rappelez ça, hein? Et depuis que ça a été Alcatel-Lucent, c'est devenu en déconfiture aussi, puisqu'on supprime les emplois. Alors ce qui a été grave là, à ce moment-là, c'est qu'il suffisait d'une personne qui soit anglaise, tout le monde parlait anglais. Et peu à peu, les cadres dirigeants, hein, c'est ceux qui ont monté Alcatel au départ, se sont dit, oui, bon, nous on parle anglais, hein. Bon, moi je ne parle pas très bien anglais, vous avez bien dit, mais eux ils savaient très bien parler anglais. Eh bien, dans les conseils d'administration, on imposait l'anglais comme langue de travail, peu à peu, comme disait Georges tout à l'heure, ils ne maîtrisaient plus rien. Et ils se sont sentis dépossédés de leur outil. Donc vous voyez, c'est bien une colonisation quand même. Ils se sont sentis dépossédés de leur outil, d'autant plus que les jeunes cadres dynamiques, ou d'un peu longue, disaient, nous, on est allé en Angleterre, on est allé aux États-Unis, on a fait des bains linguistiques, etc., etc. Donc on sait parler. Mais là où ils se sont fait avoir, c'est qu'ils se sont aperçus après dans la souffrance au travail qu'ils étaient au même niveau. Pourquoi? Ils maîtrisaient tout parfaitement, ils n'avaient pas d'accent, ils n'avaient rien. Mais les anglophones de base, comme disait Georges, ceux qui sont de langue maternelle, ils ont des astuces, ils ont accéléré le rythme, ils ont mis des petites subtilités qu'on ne peut pas avoir si l'on n'est pas langue maternelle. Donc ça veut dire qu'ils ont été écartés eux aussi, ces jeunes cadres dynamiques, de la direction. Et maintenant, dans les directions des grandes entreprises françaises, ici, les grandes, hein, je veux dire de la métallurgie, je crois, aussi, il n'y a que des cadres de langue maternelle anglaise. Ça me semble être quelque chose de fort. Pour défendre le français, il faut aussi dire pourquoi on a cette colonisation. Et dernier point, ça a été dit par Marie-Paul aussi, clairement, et ça peut-être qu'il faudrait aussi le prendre en compte. On a volontairement, ça se fait depuis longtemps, hein, c'est pas il y a 2 ans, hein, c'est le résultat là, hein, ça a été planifié. Depuis de nombreuses années, on a fait en sorte d'introduire dans les programme, si j'ose dire, scolaire, au tout petit niveau, hein, de la maternelle à l'université, d'introduire le fait de dézinguer le français. Comment? Eh bien, on a appris avec des méthodes de lecture qui ne sont pas toujours faciles d'accès, même si a priori c'est pour faciliter l'accès de la langue au plus grand nombre. En fait, après il y a des confusions, et puisqu'il y a des confusions, dans les apprentissages de lecture, je fais appel à ce niveau-là, à ce qu'on a appelé la méthode globale, même si elle n'est plus utilisée, entre guillemets. Ça veut dire que les élèves photographiant des mots ne sont plus capables de les associer et de faire la compréhension précise de cela. Et, cerise sur le gâteau, après quand ils rentrent au collège, avant ils avaient 6 heures de français, maintenant ils n'en ont plus que 4. 6 heures, dont 2 dédoublés pour bien comprendre. Et donc tout ceci, ça conduit à quoi? Ça conduit que l'école publique,
l'école de la République, pardon. À un moment donné, elle est dévalorisée. Et là, on voit bien que la lutte des classes est derrière. Parce que l'école publique qui donne accès à tout le monde au savoir suivant ses compétences, enfin, je sais pas, c'est pas tout beau, hein, je veux dire, je ne défends pas mordicus la République. Je dis que ça donnait quand même accès à certains de pouvoir accéder aux grandes fonctions de l'État et des entreprises. C'est fini, ça. Parce que les grands cadres dirigeants de langue maternelle anglaise, les autres, les cadres intermédiaires, les sous-fifres utiles, ce seront des gens qui ont fait des séjours, donc monnaie, vous comprenez? Les parents, il faut qu'ils payent. Et le peuple, là, il est dépossédé de tout, de la langue et de tout. Donc voilà, je crois que j'ai été... Ah, voilà, je voulais finir juste avec ça. C'est... personnellement, je crois qu'il y a derrière une entreprise qui a été commencée il y a longtemps et qui a été le résultat de la Seconde Guerre mondiale. Les accords qu'il y a eu après, disons, la victoire alliée, on en a parlé avec le CNR est d'actualité, vous comprenez ça. L'actualité, pourquoi? Parce que il y a eu quand même une bataille à l'époque pour faire en sorte que la France ne sorte pas vaincue et ne se soit pas imposée l'Amgote et compagnie, vous comprenez? Donc, ça a été dit précédemment dans les journées que nous avons eu le bonheur de suivre. Mais donc, même s'ils n'ont pas réussi à imposer la monnaie anglaise avec le franc, avec le dollar à côté, même s'ils n'ont pas réussi à imposer ça, ils ont réussi à imposer l'OTAN, beaucoup de choses qui sont des organisations qui imposent une sorte de colonisation implicite. Et il y a eu des accords, je l'ai cité déjà précédemment, Bloom-Burns, qui veut dire, c'est dans ces accords, il y avait aussi l'obligation de passer des films américains dans toutes les télévisions et cinémas français. 80% au moins, maintenant peut-être qu'on est plus élevé. Ça veut dire à terme, ça a été l'exception française culturelle, vous savez, ça veut dire à terme que la disparition de toute production locale. En France, on a préservé ça grâce à l'exception, je m'arrête, l'exception culturelle, et puis voilà. Bon, voilà, excusez-moi, j'étais un peu là. Bon, merci. La conclusion. Alors, bon, il reste quand même un certain nombre de personnes, donc est-ce que vous pouvez faire, désolé, un petit peu oui, plus court. Donc, Michel. Je vais essayer de faire très vite. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours énormément attaché, le problème des langues, parce que je pense que c'est typiquement un sujet sur lequel on peut associer à la fois la notion d'indépendance et la notion d'ouverture aux autres. Donc ça peut être indépendance personnelle, ça peut être indépendance d'un pays et ouverture internationale aux autres. Ce qui fait que, bon là je vais dire en deux mots, mais je pense que ça vaudrait la peine qu'on puisse y revenir après, c'est défendre aussi les autres langues. Je pense que c'est un sujet énorme, parce qu'il y a eu un abandon incroyable des autres langues depuis 10-15 ans. Moi j'ai travaillé dans les locaux d'un lycée, lycée comment il s'appelait, international, peu importe, où il y avait, je ne sais plus combien, 10-12 langues au minimum, du chinois, du japonais, du portugais, de l'espagnol, etc. Tout pratiquement a été supprimé, pour n'en garder que 2-3 pour qu'il reste quand même international. Donc ça, je pense que c'est un problème énorme. Sur le problème de la pédagogie des langues, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent être bilingues réellement. Je pense qu'il y a des gens qui parlent très bien une deuxième langue, mais pour être réellement bilingue et pouvoir penser complètement dans une autre langue, c'est pas si simple. Donc, moi, il me semble que pour des enfants, il serait intéressant de leur apprendre beaucoup de langues. Donc moi je suis assez favorable au fait d'apprendre très tôt des langues à des enfants pour se débrouiller. Et après, par le contact avec d'autres, dans d'autres pays, etc., je pense que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut approfondir une langue ou une autre, suivant les circonstances. Mais apprendre à des enfants à se débrouiller, c'est pas seulement se débrouiller, mais c'est aussi, moi j'ai le souvenir d'un prof de mes enfants, prof de français, qui leur avait demandé régulièrement, vous revenez avec tel ou tel mot dans toutes les langues que vous pouvez trouver, connaître dans la famille, ailleurs, enfin, etc. Et c'était extrêmement intéressant parce que ça permettait de construire autour du mot toute une série de mots voisins, donc constructions voisines différentes, enfin bon, peu importe. Alors ça c'est une chose.
La deuxième chose, c'est la posture qui est adoptée, qu'on fait adopter aux gens par rapport à ce mépris de la langue française. Je vais donner une petite anecdote. Je suis prof de physique et je faisais beaucoup travailler mes élèves sur les notices d'appareils. Parce que j'estimais que leur dire t'appuies sur tel bouton ou t'appuies sur tel autre, c'était pas suffisant, donc je leur donnais une notice tout parti, enfin peu importe. Quand je commandais des appareils, eh ben, il est arrivé un moment où je n'avais plus de notice en français. Donc, moi là-dessus, j'ai jamais laissé passer, donc je téléphonais au fabricant lui disant je veux la notice en français, vous êtes obligé de me la donner, je veux la notice. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'avoir un sourire un peu méprisant, enfin sourire c'est au téléphone, hein, mais bon, peu importe. Une attitude un peu méprisante qui me donnait vraiment l'impression, parce que le gars qui était en face c'était un employé, c'était pas le patron, mais d'avoir une attitude très condescendante, comme le colonisé qui veut se mettre à plat ventre devant le colonisateur pour faire bien, et moi, je sais me débrouiller en anglais, vous n'avez qu'à faire autant. Donc, et c'est même arrivé à certains moments que, pour moi, quand j'ai cette attitude de mépris, en général, je réagis pas bien. Donc, j'ai dit j'exige et puis je l'attends dans les 8 jours. En général, dans les 8 jours, c'était un peu dur. Mais bon. Mais je finissais quand même par l'avoir. Ou alors, on m'envoyait un tout petit bout de notice, un extrait de notice. Donc, je rappelais en me disant non, c'est pas ça que je veux la notice complète. Alors ça, c'était une chose aussi donc par rapport à la posture qu'on impose aux gens, et je crois, maintenant je me rends compte assez largement que c'est un peu ce qu'on impose à tous les gens, donc tous les gens qui en plus, moins on maîtrise l'anglais, et moins on est à l'aise pour réagir par rapport à cette domination-là. Enfin, je pense que c'est l'impression de je suis moins que rien, je ne sais pas me débrouiller en anglais. Donc ça, il y a un moment où c'est bon. Et j'ai eu l'occasion d'aller au Japon, et de voir, il y avait une mode sur les magasins de mettre des expressions françaises. Alors moi j'ai bien cette histoire de, et ça je crois que c'est à utiliser, l'histoire de ce que tu disais Georges tout à l'heure sur les colonisés mentaux, et une sorte de petit nègre en français, en anglais pardon, mais je pense que c'est vraiment à montrer ça, parce que après tout, mépris pour mépris, je pense qu'il faut aussi qu'on montre aux gens que ça devient caricatural de chercher à aligner 3 mots d'anglais pour faire bien. Et dernier point, rapidement, comme je suis prof de physique aussi, je pense aussi que quelqu'un dit tout à l'heure qu'on ne pense pas dans une autre langue comme dans sa langue. Et je pense par exemple que quand on enseigne des concepts scientifiques, on les attache à des mots qui viennent de la langue française. Or, il y a déjà un travail énorme à faire pour que derrière ce mot qui vient un mot scientifique, moi je pense au champ électrique, tension, courant, enfin des choses comme ça, il y a tout un travail à faire entre la langue courante et le concept, pour que le concept soit bien construit et que dessus on puisse mettre un mot qui n'est pas exactement celui de la langue. Or, quand on passe dans une autre langue, ça casse complètement cette dynamique-là, parce qu'il n'y a jamais de traduction directe d'un mot en un autre. C'est pas juste un truc technique dans lequel on enlève un mot français et on met le mot anglais. Il y a une connotation différente, il y a beaucoup d'autres choses différentes qui sont liées à la culture de la langue, à la culture du pays. Donc je crois que c'est toutes ces difficultés. Bon, un exemple flagrant aussi, qu'est-ce qu'on va faire de la laïcité quand on n'aura plus la langue française? Parce que c'est vraiment un concept qui s'est construit petit à petit avec ces mots. Bon, on nous dit toujours la laïcité, le terme de laïcité n'existe pas dans les autres pays, c'est pour ça que ça n'existe pas. Bon, à d'autres. Mais n'empêche que quand même, ce passage comme ça d'une langue à l'autre, ça casse complètement toute la façon de penser des choses. Et effectivement, moi je pense que là, ça amènera des énormes difficultés, d'autant plus aux gens qui ont déjà un certain nombre de difficultés, enfin aux élèves, aux personnes qui ont d'autant plus de difficultés pour X raisons. Mais moi j'ai entendu aussi d'ailleurs de la part de chercheurs scientifiques que pour eux c'est un énorme handicap, parce que même s'ils connaissent la langue anglaise, plus ou moins la langue parlée, la langue scientifique et autres, et quand ils ont à écrire en anglais donc les produits de leur recherche,
et ben ça leur pose des problèmes et ils ne sont pas à égalité avec les chercheurs anglophones. Quand on n'a pas le mot, on ne peut pas exprimer la chose. Oui, Donc, je suis désolé, il faut un peu accélérer, sinon on ne va pas pouvoir répondre. Donc, Anne. Alors, moi, c'est juste trois petites questions. Donc, il y en a une, c'est vraiment ce que je suis ignorante, mais comment une loi peut être anticonstitutionnelle et ne pas être remise en question enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment ce que je ne sais pas. Donc, voilà, comment on peut ne pas la remettre juridiquement en question au bout d'un moment si elle est anticonstitutionnelle. La deuxième, tu as dit que seules les associations agréées pouvaient attaquer l'État ou voilà, ou un service public sur une utilisation de l'anglais. Est-ce que c'est fait et quel résultat ça a? Est-ce que ça porte? Il y a des résultats. Et la troisième question, c'est, je sais que le Québec a beaucoup réagi à l'invasion de l'anglais. Comment il l'a fait? Est-ce que ça a été par la loi? Comment ça a été fait et comment ça a été mené pour que ce soit assez réussi, puisque c'est quand même pas mal défendu. Voilà, c'est tout. Merci. J'ai noté Patrick. Oui, je vais faire bref aussi, parce que vraiment, moi je pense qu'on pourrait politiquement rattacher le combat que l'on mène sur le plan de la monnaie et celui que l'on mène sur le plan de la langue. Je voudrais développer deux, trois idées là-dessus. La première, c'est que les deux sont des conventions, sont des codes, des modes de représentation du réel pour le langage et de la richesse produite pour la monnaie. Et que ces deux, cela induit des fronts qui sont de nature un peu équivalente. D'un côté, il y a une oligarchie qui veut imposer un code sur le plan supranational. Donc là, sur la matière de langage, ce serait donc un anglais minimal de l'affaire. Sur le plan des richesses, ce serait donc des monnaies comme l'euro, qui sont des monnaies qui font fi, en fait, des modes de représentation à la fois attachés à la nation et qui font fi des modes de représentation attachés à la souveraineté. Donc il y a vraiment des parallèles qui me paraissent judicieux. De la même façon que la défense d'une monnaie nationale peut amener vers des dérives idéologiques qui nous amèneraient vers l'idée du nationalisme et du repli, je pense qu'il y a aussi dans la défense de la langue des limites qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Des limites, alors on va le développer, mais je pense que le langage peut, dans certaines circonstances, être effectivement un mode de reproduction d'une domination de classe. Et exiger, dans un certain type de rapports sociaux, la maîtrise parfaite, complète d'un mode de langage, même si c'est le français, peut effectivement amener à exclure une certaine partie de la population. Donc je fais le lien avec ce que disait Marie-Paul, c'est qu'il faut simultanément avec cette défense de la langue, exiger que l'enseignement de la langue française reste dans sa perspective républicaine, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'appauvrir le langage du français sous prétexte d'une démocratisation. Aussi, il faut être assez fin dans notre façon d'envisager la résistance pour ne pas cautionner cette démarche un peu pédagogique là, qui voudrait avoir, on enseigne au lycée Henri IV la philosophie et en banlieue on enseigne la bande dessinée. C'est quelque chose qui s'est profilé et qui est en lien direct avec cette réflexion. Juste deux, trois petits points et je m'arrête. Il faut bien voir que derrière l'attaque sur la langue française se profilent des attaques relativement ciblées sur des modes d'expression qui sont très minoritaires, marginalisés, mais très importantes. Je veux parler par exemple de la poésie, qui attaque sur la langue,
c'est une attaque frontale sur la poésie. Parce que la poésie, c'est ce qui, par définition, ne se traduit pas. Elle se traduit très difficilement. C'est une attaque aussi sur l'humour, parce que les modes de représentation mentale attachés à la langue sont directement liés à la façon dont on prend du recul, dont on met en distance le réel par l'humour. Et souvent, l'humour fait appel au langage, aux spécificités du langage. Et puis, dernier point, moi, qui paraît important et qu'on minimise souvent, là, je vais parler un peu pour Anne aussi, ça concerne la musique. Alors vous allez dire, bon, la musique c'est un langage international par nature, ça pourrait se discuter. Mais il y a une attaque qui est très insidieuse et qui est assez peu relevée dans le monde politique, c'est celui du déferlement musical imposé à la population. Vous avez ça dans les grandes surfaces, hein, vous rentrez, vous avez un fond musical, vous avez ça dans les animations de rue, musique d'ascenseur, dans la rue, les quinzaines commerciales, tout ça. Et il serait, à mon avis, ce serait une erreur politique de penser que c'est anodin. Parce qu'il y a, dans les modes d'expression musicale, il y a une infinité de paramètres qui rentrent. Le style, les tonalités, les rythmes et tout ça, et l'uniformisation sur le plan mental de ce qui est déferlé en permanence dans les lieux publics est très grave, parce que il y a une défaite de la pensée, comme disait Philippe Crotte là, sur le plan esthétique, qui fait le lit d'une défaite de la pensée sur d'autres perspectives critiques. Merci. Bernard. Bien, moi je ne vais pas rajouter grand chose parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été dites. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Georges tout à l'heure, notamment en évoquant Bourdieu, qui a aussi parlé de violence symbolique. Et ça me paraît intéressant de souligner que cette violence symbolique, en fait, elle se caractérise par le fait d'acceptation de la population dominée par l'idéologie dominante. C'est-à-dire qu'elle regarde cette idéologie comme étant parfaitement légitime. Et c'est la grande force de cette violence symbolique de se faire passer pour légitime. Donc ça veut dire en conséquence que le sujet soumis l'est en consentement. Et il ne se rend pas compte en fait de cette soumission, ne se rend pas compte qu'il est dépossédé de ses propres codes de communication, de ses codes sociaux de communication, de ses modes opératoires qui lui permettent justement de travailler son émancipation et sa vraie idée. Je pense qu'au MPEP, on devrait être sensible à cette notion d'émancipation qui permet à chacun d'aller trouver au fond de lui-même sa vraie identité, sa vraie personnalité, ses vraies aspirations, et sans doute que nos aspirations profondes ne sont pas des aspirations anglicistes qui balayent un petit peu notre culture, et comme disait Lucien tout à l'heure, qui nous transporte, pour ce qui nous concerne, consciemment ou inconsciemment, et qui nous rattache à la filiation des Lumières, au contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui, quelque part, mettait en perspective des règles de vie dans la société, au service plutôt de l'harmonisation des peuples, plutôt qu'au service de la concurrence libre et non faussée, qui est plutôt de nature à opposer les peuples les uns les autres. Alors je pense que j'ai quitté également hier d'autres réunions comme celle-ci, où finalement on s'aperçoit que, je dirais, les problèmes sont bien identifiés, on voit bien qu'on a bien identifié ce qui ne va pas, mais il y a juste une marche qui manque, une pièce du puzzle, c'est notre souveraineté. C'est-à-dire notre capacité à nous, une fois qu'on a dit que rien n'allait, qu'en fait il ne fallait pas aller dans ce sens-là, mais qu'on y allait malgré tout, ce qui nous manque, c'est la capacité de dire non, et avec un non qui soit suivi des faits. Non pas un non comme le bulletin de vote que l'on a mis en 2005 dans le traité constitutionnel, qui malgré tout pour toujours,
de prendre à bras-le-corps une vraie souveraineté populaire, et c'est ça qui nous manque pour, je dirais, changer les choses et faire en sorte que, je dirais, les jours heureux reviennent, en sachant que de cette souveraineté dépend tout le reste. C'est-à-dire, ce qui me semble, et je rejoins quelqu'un que vous avez peut-être vu passer chez vous à un moment donné, c'est Étienne Chouard, et qui dit que, y compris le dossier écologique dépend de ça. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, personne d'entre nous ne veut polluer la planète jusqu'à bout de soif. Personne d'entre nous ne veut enrichir les riches plus qu'ils ne sont au détriment des pauvres qui déjà ont du mal à vivre au quotidien. Donc, si le peuple s'exprimait en souveraineté aujourd'hui, et je dirais tous les jours, majoritairement, il saurait choisir le destin, le meilleur destin pour lui. Le problème, c'est que, notamment au travers de la confiscation de son langage, et au travers beaucoup d'autres confiscations, eh bien, et notamment sa souveraineté, il n'a plus les moyens de sa politique. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra revenir à cet essentiel d'une démocratie opérative, c'est-à-dire d'un peuple qui sait réapprovisionner sa propre souveraineté. Oui, la Constitution le prive de ça déjà. Oui, tout à fait. Comme Joël a la gentillesse de se sacrifier, je vais peut-être donner la parole à Georges pour qu'il puisse réagir ou répondre à... Non, j'avais noté... C'est un mot. Mais le problème, c'est qu'il reste 5 minutes. Oui, un mot, ça y est, ça traduit. Je voulais simplement demander, on parle du français ici, mais en Europe, la domination, elle est allemande, et je me demandais ce qui se passait du côté de la langue allemande. Voilà. Est-ce que les Allemands ont le même problème? Je sais bien qu'ils sont anglo-saxons, mais enfin, là, ça n'a rien à voir quand même avec l'anglais, enfin, à part dans les mots, mais pas dans la structure de phrase. Donc, voilà. L'allemand domine l'Europe, quid de sa langue?